Eh bien bonjour à tous, bonne année à tous ceux qui prennent à l'instant le suivi donc de ce programme. Bien entendu, c'est la revue des grandes unes. C'est la deuxième édition de la semaine avec notamment la presse qui est disponible dans les kiosques. La Nouvelle Expression, par exemple, parle bien entendu des leçons d'un réaménagement et parlant de ce gouvernement des grandes opportunités. Paul Biya a signé des décrets le vendredi 4 janvier 2019 dernier pour nommer un nouveau Premier ministre qu'il a placé à la tête d'un gouvernement de campagne et non un gouvernement chargé de résoudre les problèmes des Camerounais. Décryptage à lire de la page 4 à la page 9 du journal La Nouvelle Expression. Le même journal parle également de santé des chefs d'État. Le Gabon nous parle avant d'être donc arrêtés. Les mutins qui se sont emparés de la radio nationale du Gabon lundi ont déclaré avoir des doutes sur la capacité même d'Ali Bongo à assurer la fonction présidentielle. C'est à méditer également en page 3 du journal. Le journal s'intéresse aussi au gâteau national avec la région de l'Est qui gagne. Le village Bouam dans l'arrondissement de Dian, unité administrative oubliée dans le Lomé Dierem, goûte enfin à la joie d'un ministre avec la nomination de Bolivine Wakata comme ministre chargé des relations avec les assemblées. C'est à découvrir en page 2 du journal disponible dans les kiosques ce matin. Le journal Le Messager, pour sa part, parle de la crise anglophone. Les séparatistes sèment la terreur à la CDC. D'ailleurs, des individus armés ont fait irruption au campement de la Cameroon Development Corporation à Tiko le 2 janvier dernier et ont tranché les doigts d'un certain employé. Alors, à découvrir en page 11, le journal s'intéresse aussi au réaménagement du gouvernement. La Meufouille, le Septentrion crie donc le ras-le-bol avec, en dépit donc des mémoranda adressés aux chefs de l'État pour revendiquer leur part du gâteau national. Certaines contrées ont d'ailleurs à nouveau vu leur espoir s'écrouler comme un château de cartes en page 4 du journal. Le Messager disponible dans les kiosques qui a bien entendu d'autres informations que je vous invite à lire aussi ce jour. À lire également dans la presse, le journal qui est disponible également dans les kiosques, tout comme le journal Signature qui parle de réaménagement du gouvernement, stratégie glissement, c'est ce que dit le journal. Qu'est-ce qui a glissé et qu'est-ce que signifie stratégie glissement? Le journal explique tout cela dans son éditorial ce matin, dont Signature qui est dans les kiosques aujourd'hui. Le journal est donc disponible, le journal vous invite donc à lire et à lire également d'autres informations. Le journal Kamer Presse qui est également dans les kiosques ce matin parle d'Abel Mbengue. Il parle de la CAN 1972. Personne n'avait puisé dans les caisses de l'État. C'est ce que dit le journal. Le Cameroun, pas sûr d'accueillir la CAN 2021. Et c'est ce que dit également le numéro de ce matin, avec tout un dossier à lire sur les questions de la CAN au Cameroun et en Afrique, à découvrir dans le dossier. Le dossier parle également aussi du port autonome de Douala qui souffre aujourd'hui à cause notamment des difficultés sur le corridor Douala, N'Djamena, Bangui, à lire dans le dossier également proposé par le journal Kamer Presse de ce matin. Le journal Le Quotidien de l'économie qui est dans les kiosques parle également du Premier ministre sorti, Philemon Yang, l'héritage économique de Philemon Yang à découvrir dans le dossier. Le même journal s'intéresse à autre sujet aussi disponible dans les kiosques ce matin. Et même le Popoli de ce matin s'intéresse donc parle de récompenses post-électorales. Momo reçoit son Momo finalement. Et donc il dit continuer à traiter de clown un homme qui a en 2 semaines d'Atalakou a donc obtenu ce que la fille d'Aïdjo ni Moussanga Nyamding n'ont eu depuis plusieurs années aujourd'hui. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le Popoli, le journal satirique de ce matin, et le journal Le Quotidien Le Jour parle du nord-ouest et du sud-ouest vers une montée en puissance de la crise. C'est une question. Les sans-foi-ni-loi de cette partie du pays n'arrivent pas toujours à laisser tomber les armes. Il y a toujours des exactions observées et enregistrées. C'est ce que dit le journal Le Quotidien Le Jour de ce matin. C'est tout un dossier. Il y a d'autres sujets également à lire dans ce numéro. Mutation pour sa part par le gouvernement avec l'hypothèse d'un remaniement manipulé. C'est ce que dit le journal et que précise donc, que donne comme explication dans l'interview du politologue et biaïste Moussanga Nyamding, estime que la nouvelle équipe dirigeante est donc aujourd'hui
est le fruit des batailles, notamment dans le clan, des batailles des clans au cœur du pouvoir, en vue justement du contrôle de la succession de Paul Biya. C'est tout un dossier à lire de la page 8 à la page 9. Et le journal s'intéresse également au Premier ministre John Gauthier, qui parle également des coulisses de ces installations, des installations des membres du gouvernement, tout ce qu'on a pu lire et on a entendu également au cours de ces installations aussi à découvrir dans le journal Mutation de ce matin. Cameroun Tribune dit simplement au travail, parlant de ce gouvernement du 4 janvier, et donc tout le monde est donc à pied d'œuvre dès ce matin. C'est à lire dans la presse disponible ce jour. Et sur ce plateau, le papier de la presse, bonjour. Flavien Valondongo, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bonjour à tous. Bonjour et bonne année à tous qui nous avaient suivis pendant toute l'année 2018 et qui, bien entendu, comptaient toujours nous suivre cette année. Mais j'ai une pensée absolument spéciale pour les populations du petit village de Galim, qui a eu un formidable cadeau de Noël, un petit village au cœur du Mambotos, 17 km après Mbouda, qui bénéficie d'une morgue depuis l'indépendance, donc depuis la toute première morgue, voilà, depuis la dernière semaine de décembre. Et cette morgue, œuvre d'une villageoise, d'une fille de Galim, qui vit en France, Madame Suzanne Fabas. Elle a construit d'abord une clinique, ensuite une morgue. Et imaginez que depuis la nuit des temps, quand les gens mouraient dans ce village, la seule alternative qu'ils avaient, c'était d'aller à la morgue de Mbouda, située à 17 km de là. Et la morgue de Mbouda, elle, qui n'a que la capacité d'accueil de 10 corps, si elle est pleine, ils allaient à Tcham. Imaginez donc ces personnes. Alors, c'est un ouf de soulagement. Merci. Non seulement ouf, mais c'était un énorme cadeau de Noël pour ces populations qui vraiment sont dans la joie depuis le début de l'année. Bonjour Donald Brice Kamgari, bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Camille. Je devrais lui souhaiter bonne année puisqu'on se voit pour la première fois depuis l'avènement de 2019. Beaucoup de bonnes choses pour Camille, pour cette nouvelle année qui s'annonce. Bonjour et bonne année à l'ensemble de nos téléspectateurs. Très bien. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets traités par la presse. Quel est le traitement réservé, en tout cas, à cette opération d'installation des membres du gouvernement, les tout nouveaux, ceux donc qui sont entrés le 4 janvier dernier. Le chef de l'État fait son choix. Et aujourd'hui, on trouve quand même qu'il y a des gens qui suscitent la curiosité, notamment le ministre délégué en charge de la justice. Oui, Jean de Dieu Momo qui a préféré battre campagne pour le candidat Paul Biya lors de la présidentielle du 7 octobre et qui a pris sur lui d'avaler toutes sortes de colibets pour, avait-il déclaré lui-même, obtenir un poste de ministre-rayon. Ce sont les mots qu'il avait utilisés à l'époque. Je le reprends. Il a été nommé ministre délégué à la justice, auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Personne n'a le droit d'empêcher à qui que ce soit d'opérer un choix politique. D'accord? Les uns les autres, avec leur stratégie qui leur sont propres, opèrent des choix politiques. Mais nous, observateurs de la scène politique, notre devoir, notre rôle, notre droit, j'allais dire, c'est d'analyser. Alors, sur ce cas-là, ce que je pourrais dire, c'est que d'aucuns se targuent de constater qu'il a visiblement opéré une stratégie payante du point de vue de sa personne, c'est-à-dire qu'il a accédé à une fonction ministérielle. Maintenant, lorsque... C'était son objectif? Oui, visiblement c'était son objectif, mais nous, les analystes de la scène politique, nous constatons que nous pouvons dire que la qualité d'un homme politique, c'est aussi sa capacité à faire preuve d'une certaine finesse. Même lorsqu'on a un objectif qu'on va atteindre à tous les prix et à tout prix, il faut quand même pouvoir garder une certaine finesse. Je veux dire que le maître n'avait pas besoin de faire de l'aplaventrisme pour accéder à cette fonction ministérielle. On a connu des personnages qui sont restés beaucoup plus modérés dans leur prise de position et qui ont obtenu des fonctions d'égale valeur, sinon plus importantes. En tout cas, il a utilisé sans doute la formule de Feu Kodok qui disait lorsqu'on se noie, même à un serpent, on peut s'accrocher pour être sauvé. Bon, ça aussi, il faut revoir. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que
au-delà de la finesse qui doit caractériser un homme politique qui se veut de qualité, il y a aussi que sur le plan humain, il faut pouvoir garder sa dignité d'homme et ne pas donner l'impression que on est prêt à se rendre ridicule pour obtenir un strapontin. Alors, en tout cas, les deux choses. Le Popoli dit que Momo a reçu son Momo finalement et qu'en 2 semaines d'Atalakou, il a reçu ce que plusieurs personnes n'ont pas eu depuis des années aujourd'hui, parlant notamment de la fille d'Aïdjo et de Missanga Nyamdi. C'est un jeu de mots que je trouve grinçant. Vous savez, moi je ne sais pas pourquoi les gens s'en prennent à Maître Momo d'avoir soutenu Biya. Vous avez parlé tout à l'heure de ce dicton qui dit que même si je pense que dans l'eau et je pense que Maître Momo lui s'en tient à cet autre qui dit que seuls les imbéciles ne changent pas d'idée. Et dans le gouvernement de Biya, on a vu mieux. Il y a des précédents. On a vu par exemple M. Issa Chiroma, qui était l'un des pourfendeurs les plus féroces du régime Biya, mais qui un jour a décidé de se mettre derrière Paul Biya. Vous avez vu que pendant 8 ans, il a été pratiquement le griot de M. Biya. Et il a dit exactement tout le contraire de ce qu'il disait avant d'entrer dans le gouvernement. Donc moi je pense que Maître Momo est un homme politique, est un personnage entier et qui a soutenu d'autres combats dans une autre vie. C'est-à-dire que j'ai vu Maître Momo en 2000, lors du fameux procès de l'affaire des 9 disparus. Il était le seul avocat de ces 9 disparus, où il s'en est pris à la justice de ce pays, où il a défendu avec force, foi et même virulence le dossier de ces garçons qui d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui est un dossier assez flou. Et je suppose que maintenant qu'il entre dans le département de la justice, il comprendra mieux et il s'arrangera à ce que de pareils travers ne surviennent plus au Cameroun. Mais Maître Momo, c'est un homme politique et moi je pense qu'il a fait un choix. Il a reconnu publiquement que lui s'était trompé. La vision qu'il avait avant du chef de l'État, celle-là, ce n'était pas la bonne. Celle-là, maintenant il a compris. Bon, il a compris, s'il a été... il n'était pas le seul. Ils étaient au moins 20. Parce qu'on a parlé du G20. Mais après le G20, il y a encore un autre G10 ou un F14. Il y en a. Pourquoi est-ce que parmi tout cela, on n'a pas choisi aussi des ministres? Moi, je pense que Maître Momo est un homme politique qui s'est impliqué dans la campagne présidentielle et qui est un homme de conviction. Et on a le droit de respecter ses choix. Donc, il est ministre aujourd'hui. Il est ministre délégué à la garde des Sceaux à la justice. Moi, je pense que je ne vois pas pourquoi les gens continueraient à faire des gorges chaudes et à tenir des propos grinçants à son égard. C'est un homme politique. On va bien voir ce qu'il va faire dans ce ministre. On va bien voir en quoi il sera utile à la justice. Mais non revenir uniquement sur les conditions dans lesquelles il a été nommé ministre. Vous savez que Maître Momo est aussi le président d'un parti politique, le PADEC, qui est un élu lui-même, parce qu'il fait encore partie du conseil municipal. Donc ça veut dire que ce n'est pas un homme politique non-aime, c'est quelqu'un qui est dans la vie politique. Bon, maintenant, s'il change en cours de chemin, s'il change son fusil d'épaule et qu'il fasse un choix, moi je pense qu'il a fait ce qu'on appelle un choix pragmatique. Voilà, un choix pragmatique. En tout cas, la nouvelle expression également ce matin parle de Paul Biya qui réitère donc sa préférence pour les repentis. Et parlant de repentis, Momo en est un. Oui, vous savez, moi je n'aime pas beaucoup faire la philosophie. J'aime parler des choses concrètes. Même si à l'école j'aimais beaucoup la philosophie. Il faut comprendre que personne ne conteste à un homme politique d'opérer un choix. Mais lorsque le choix est opéré, il faut permettre aux gens d'analyser. La clameur sociale qu'on entend après la nomination, d'abord, déjà pendant la campagne, pendant que Jean Désiré Momo prenait position en faveur du chef de l'État, ensuite, après son entrée au gouvernement, cette clameur sociale, elle est révélatrice du malaise social. Le malaise social auquel la classe politique actuelle n'apporte pas encore de solution, de réponse. Donc, c'est l'expression de ces frustrations qui sont déversés sur les hommes politiques que la société observe comme étant incohérents. Il n'y a que des idiots qui ne changent pas d'idée, disait tout à l'heure Camille. Mais il faut au moins que dans le changement d'idée, qu'on observe une certaine cohérence. Que tu sois capable d'expliquer de façon claire, alors, vous estimez de façon digeste. Durant tout son parcours, en tout cas, vous pouvez interpréter comme vous souhaitez, mais je parle là des faits et j'analyse. Je dis, dans le changement d'idée, il faut pouvoir opérer le changement tel qu'on puisse voir une certaine lisibilité.
tel qu'on puisse voir une certaine cohérence lorsque vous allez d'un point A pour un point B. Qu'est-ce qui, selon vous, a été flou? Visiblement, pour ce cas-ci, on n'a pas très bien perçu. Je voudrais... il a accepté se mettre dans un groupe de G20 et il a accepté soutenir une personne, il l'a fait. Je voudrais enchaîner sur un deuxième point, Flavien, si tu permets. Il y a cette cohérence qui est importante, mais il y a aussi que sur le plan politique, vous savez que aujourd'hui, au sein du ADPC, certains qui estiment avoir mouillé le maillot pendant plusieurs années, de nombreuses années, je ne sais pas, non, vous pouvez citer Msanga Nyamdi, Saint-Éloi Bidoum, STSU Emmanuel, quand même s'il dit qu'il n'est pas très jeune. Mais il y a une réalité qui est qu'il y en a qui sont là depuis longtemps au sein du parti au pouvoir, dont je ne suis pas le porte-parole, et qui ont exprimé une certaine frustration. Nyamdi l'a dit sur un plateau de télévision, je fais partie de ceux qu'on neutralise. Lorsque, même dans la formation politique du chef de l'État, on perçoit la nomination à la promotion du ministre de la Justice comme étant un acte de sacrifice pour ceux qui ont, dit-il, mouillé le maillot pendant la campagne. On voit bien, on perçoit bien la nature du système auquel on a affaire. Un système qui est prêt à tout pour se maintenir. Parce qu'en fait, l'objectif, en nommant le ministre délégué qui, dit-on, sort des rangs de l'opposition, c'est en fait une stratégie de fragilisation et de brouillage. Alors, du message. Vous donnez raison au titre de mutation ce matin qui parle d'hypothèse d'un remaniement manipulé avec, ou dans l'interview en tout cas de Msanga Nyamdi, qui fait savoir qu'il estime que la nouvelle équipe est donc le fruit des batailles des clans au cœur notamment du pouvoir en vue du contrôle de la succession de Paul Biya. J'ai cherché en vain de comprendre le message social. Il y a certainement un message politique, le message social qu'a voulu envoyer le chef de l'État en nommant le ministre délégué Jean de Dieu Momo. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul, c'est que eh bien, moi j'aime des gens qui font, je ne vois pas encore ce qu'il a osé, qui font de la fanfaronnade, qui surfent sur du superficiel. Parce que sur le plan politique, en dehors du poids symbolique, veut dire, le G20, en quoi est-ce qu'il a pesé sur le terrain en faveur de Paul Biya? Une seule chose, le G20 a réussi à brouiller le message de l'opposition parce que lorsqu'à la radio nationale, on annonce qu'une vingtaine de leaders de l'opposition soutiennent la candidature de Paul Biya, les gens, la masse politique, la masse sociale au Cameroun, qui n'a pas encore une bonne éducation politique, peut comprendre, peut se dire, bon, eh bien, ça veut dire que ces gens de l'opposition, eux-mêmes, ils ne croient pas à une éventuelle victoire, et donc ils ont soutenu Paul Biya. Donc, sur le plan symbolique, sur le plan de l'imaginaire social, c'est ce message que le G20 a réussi à brouiller. Alors, et c'est cette récompense qui leur est servie aujourd'hui à travers la nomination de Jean de Dieu Momo. Voilà, il est nommé au nom de tous les autres. Bon, je n'en sais rien. Encore qu'au sein du G20, vous savez qu'il y a une crise. Donc, après la présidentielle, dans l'attente de remaniement... C'était un contrat et ils sont arrivés en fin de contrat, selon certains. Il faut... Bandakani l'a dit. D'après nos informations, Jean de Dieu n'était pas le seul prétendant. Il y a deux qui ont été proposés. Lui et un autre que je ne veux pas citer. Alors, mais c'est lui qu'on a préféré parce qu'il était, dit-on, mieux parrainé. Très bien. Bon, lorsqu'on fait le tour également de la presse ce matin, on constate qu'il y a des sorties de ce gouvernement. Il y a, bien entendu, Jean-Claude Mbouenchou, le journal La Nouvelle Expression parle de parti sur la pointe des pieds. Et on parle d'ailleurs on a parlé de... Il a été emballé et entraîné par le vent de la CAN raté par le Cameroun. Je ne pense pas que les ministres qui sont sortis parce qu'ils tournent des casseroles, ou ils ont commis des impairs, ou bien, comme vous le dites bien, ils ont fait partie de ceux qui ont permis le ratage de la CAN. Non, parce que je pense que les responsables sont connus. Ils sont connus, ils ont été dénoncés non seulement par la presse, par les réseaux sociaux, et par des faits, des documents qui sont là, dont personne n'a jamais contesté
la crédibilité. Moi, chaque fois qu'il y a une nomination dans ce pays, je suis étonné par la promptitude des journalistes à se ruer dans les domiciles des nouveaux élus. Et je n'ai encore jamais vu aucun reportage amenant les reporters dans les domiciles des personnes qui sont sorties du gouvernement pour recueillir un peu leur point de vue et surtout pour mesurer l'atmosphère. Je n'ai jamais vu ça. Pendant qu'on voyait les gens en train de s'en passer, en train de se donner des coups de tête, en train de ripailler, en train de chanter, de danser, de boire, personne n'est allé voir dans les domiciles de ceux-là. Moi, je pense qu'il aurait fallu que ce jour-là, d'autres ils allaient trouver des barrières fermées et des portes fermées, ou alors des gens assis avec des têtes d'enterrement. Pourtant, ces personnes, quand elles ont été installées, c'était la même chose. Donc, il y a eu le deuil. Donc, il faut aussi aller lorsqu'on les enlève. Il faut aussi aller lorsqu'on les enlève pour pouvoir mesurer effectivement la température, pour savoir ce que ça fait. Mais pour revenir à ce gouvernement, je peux vous dire que on parle de clameur populaire, on parle d'incompréhension, mais je peux vous dire qu'il y a plutôt une sourde incompréhension. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment est-ce que le chef de l'État a pu maintenir en poste soit des personnes qui sont là depuis plus de 10 ans, 15 ans, qui ne sont pas particulièrement performants et qui n'ont même pas brillé par leur probité. Parce que quand on parle par exemple à cette scandaleuse affaire de faux ordinateurs qu'on continue toujours à distribuer 2 ans après, on est allé chercher 500 000 ordinateurs en disant que c'est le cadeau du président de la République et en endettant le Cameroun à 75 milliards de francs payables en 20 ans, alors qu'on aurait, avec ces mêmes 75 milliards de francs, on aurait pu mettre sur pied une structure ici de montage d'ordinateurs. Et quand on voit que jusqu'aujourd'hui encore, on est en train de distribuer ces ordinateurs parce qu'on n'a pas fini, on ne sait même pas quoi en faire. Et surtout que ceux même qui les reçoivent estiment que ces ordinateurs n'ont même pas la qualité d'un petit téléphone moyen. Beaucoup n'existent plus, ne fonctionnent plus en tout cas. Bon, alors, je veux donc dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas beaucoup la réalité, du moins les raisons pour lesquelles le président de la République a maintenu certains ministres dont on attendait la sortie, et même peut-être des procédures devant la justice, et mis de côté quelques lampistes qui en réalité ne faisaient que vivre dans le gouvernement. Beaucoup de gens ne comprennent pas, et je peux vous dire qu'il y a une colère sourde dans la nomenclature, surtout parce qu'on s'attendait à ce que le président de la République non seulement fasse un geste fort et élimine beaucoup que l'on s'attendait à être éliminé et ramène peut-être sur le devant de la scène même de certains hauts commis de l'État qui étaient sur la touche depuis quelques années, mais qui sont capables de redonner un nouveau souffle au gouvernement. Donc, beaucoup de gens... Beaucoup ont eu le bonus, ce que vous évoquez sans doute, parlant notamment des ordinateurs. Le ministre de l'Enseignement supérieur, voulait vous dire, a eu un bonus en tant que ministre d'État. Il est devenu ministre d'État, voilà. Mais il y a le secrétaire général, lui aussi, brocardé, et par l'opinion, et par les réseaux sociaux, a été aussi élevé ministre d'État. Il y a donc beaucoup de gens qui se demandent, mais c'est quoi un ministre d'État? Comment devient-on ministre d'État? Est-ce qu'on fait un concours particulier? Maintenant, le ministre d'État qui est au-dessus du ministre, pourquoi ceux-là et pas d'autres? Bon, moi, je dis aujourd'hui que ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un mécontentement, en réalité sourd, qui ne s'exprime pas encore dans les milieux de la nomenclature et de la classe gouvernante qui estime que le choix du président de la République est questionnable. Il est questionnable, mais il est souverain. On ne peut pas le discuter. Mais on estime, il y en a même beaucoup qui se demandent, est-ce que le président de la République, en nommant ce nouveau gouvernement que l'on n'attendait pas, est-ce qu'il n'est pas en train de toujours surfer dans ce que les gens appellent la gestion de l'éternité, c'est-à-dire qu'il prend tout son temps, il fait ce qu'il veut en se disant que le temps arrange tout. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parler, il y a même des journaux qui n'osent même pas avoir la dent dure, c'est-à-dire exprimer leur dent dure par rapport à ce gouvernement qui, pour la première fois, c'est l'un des gouvernements les plus contestés par la population, par la presse. Généralement, quand le chef de l'État sort un gouvernement, les gens acceptent, prennent acte et maintenant se disent qu'on va bien voir ce que ça donne. Mais pour la première fois, et surtout après une élection présidentielle comme celle-ci, des gens qui s'attendaient à quelque chose voient plutôt quelque chose qui est nettement en dessous de ce qu'ils attendaient. Et c'est la première fois qu'un gouvernement sorti par le président de la République est plutôt analysé, est plutôt regardé de travers. D'accord. Alors, la nouvelle expression qui parle du gouvernement des grandes opportunités parle des leçons d'un réaménagement. On peut lire tout cela de la page 4 à la page 9. Il y a le messager qui parle de la meuf fouf et le septentrion qui crie le ras-le-bol parce que ces localités attendaient qu'il y ait également des personnalités nommées à ce niveau, ou alors au niveau du partage du gâteau, qu'il soit partagé aussi de façon rationnelle. Mais plusieurs localités n'ont pas bénéficié, malgré les résultats
engrangé lors de la dernière présidentielle. C'est ça la difficulté, c'est ça la difficulté à penser que dans un pays où on a plus de 250 ethnies, il est possible de contenter tout le monde. J'ai toujours été contre l'usage de ce que vous appelez gâteau national parce que je pense que, je prends un exemple, si dans la région de l'extrême nord, qui est la moins alphabétisée au Cameroun, si cette région n'a pas de ministre de l'éducation, n'a même pas de ministre, et que tous les ministres sont du centre ou du sud ou de l'ouest, je ne sais d'où, et que le ministre de l'Éducation nationale, à l'époque c'était le seul ministère qui gérait les questions éducatives au Cameroun, est compétent et peut apporter des réponses efficaces aux questions sociales, aux questions éducatives qui se posent dans la région de l'extrême nord et relever le niveau de l'alphabétisation et étoffer la carte scolaire de cette région, je ne pense pas qu'il y aurait des mécontentements dans cette partie du pays. Donc, vous parlez de la Meufou Famba où les Mveleux sont nombreux et qui estiment qu'ils n'ont pas de ministre, je crois bien. C'est ça qu'il est question. Il est difficile, dans un environnement comme celui-ci, de laisser la compétence des côtés pour promouvoir les équilibres régionaux. Encore que c'est un leurre. Il est clair que le régime actuel s'en fout de l'équilibre régional. C'est une étoffe qui est brandie pour donner l'impression qu'on pense à tout le monde. Encore qu'en République, il ne faut pas dire qu'on pense à tout le monde. On doit promouvoir l'excellence, on doit promouvoir l'efficacité. C'est ce qui est fait ou pas? Évidemment que si c'était ce qui est fait, on aurait de l'eau, de l'électricité dans toutes les régions du Cameroun. Non, mais je voudrais aller plus loin. La plupart des experts que vous interrogez ont du mal à lire les objectifs de ce réaménagement gouvernemental. C'est la 44e modification du gouvernement depuis 36 ans que le chef de l'État est au pouvoir. Je rappelle que depuis 2004, il n'a pu effectuer de mouvements d'envergure au sein du gouvernement. Il fait quelques réajustements, quelques arrangements, quelques modifications, mais plus de coups de pied dans la fourmière, pour ainsi dire. Et bien pourquoi? Parce que au sein du Sérail, il y a des batailles féroces pour l'après-Paul Biya. Ça ne se dit pas, mais c'est clair. Il y a beaucoup de signes qui le montrent. Donc, ce sont des réajustements pour apaiser, pour réguler ces batailles qui sont très profondes au sein du Sérail. Et le gouvernement de vendredi dernier, une fois de plus, est en rupture complètement avec les attentes sociales. Vous savez qu'il y a un malaise social aujourd'hui, notamment lié aux questions comme la crise anglophone, comme le retrait de la CAN. Il y a un mécontentement social. Certains espéraient, ceux qui croient encore que le régime en place pense à eux, certains espéraient que le remaniement, la modification du gouvernement interviendrait pour apaiser cette tension sociale. Eh bien, cela devra encore repasser. Mais Donald Brice, le premier ministre actuel qui est du Sud-Ouest, par exemple, va-t-il apporter, est-ce que sa nomination sonne comme un début de solution à cette crise anglophone? Ben, c'est un premier des ministres, comme ses prédécesseurs. C'est un premier des ministres, d'ailleurs qui a été nommé pratiquement au même moment que son cabinet. Donc on va bien voir, parce que la seule personne, la personne qui tient les marionnettes, c'est Paul Biya, on le sait très bien. Mais moi je voulais rebondir un peu après l'interjection de Donald Brice qui parle de gens qui seraient en train de s'agiter pour la succession de Paul Biya. Qui vous a dit que lui-même Paul Biya passe à sa succession? Voilà, quelqu'un qui vient de gagner une élection pour 7 ans, il est encore là pour 7 ans. Et pendant 7 ans, il a nommé un gouvernement, il continue, il agit, il pose des actes comme quelqu'un qui est là. Bon, maintenant, si vous me dites par contre qu'il y a des gens autour de lui qui maintenant profitent de peut-être certains faits, de sa
fatigue peut-être de sa capacité à ne plus percer ou à ne plus tenir de manière ferme certains leviers de pouvoir, oui, je pourrais dire que oui. Parce que les gens se demandent qu'est-ce qui se passe exactement. Qui gouverne exactement aujourd'hui? Est-ce que les décisions qui sont prises par le chef de l'État sont vraiment prises par lui-même? Ou alors, est-ce que ce ne sont pas des mains ou un système qui est comme qui constitue une sorte de gang autour du chef de l'État? Les gens se posent... qu'il y a des gens tapés dans l'ombre. Les gens se posent même des questions sur les discours du chef de l'État. Si les personnes qui écrivent ces discours tiennent compte même des réalités, si ces personnes sont proches du peuple, parce qu'il y a beaucoup qui se sont demandé pourquoi, à l'occasion du message de la nouvelle année, le président Paul Biya n'a même pas pensé à remercier tous les Camerounais qui l'ont élu, à remercier les militants du RDPC, à remercier les partis d'opposition, ce qui n'est qu'une simple opération de sécurité. Mais je pense qu'il aurait été important qu'ils reviennent sur ça, sur l'élection, mais il n'a même pas évoqué l'élection présidentielle. Les gens se demandent que, mais ces personnes qui sont dans la rédaction des discours du chef de l'État, est-ce que ces personnes regardent la situation du peuple camerounais qui est devenu un mendiant de l'électricité? Est-ce que c'est la priorité que de remercier? Je pense pas. Non, c'est une question de civilité. Dans le contexte camerounais, c'est tout à fait logique. Qu'en l'état actuel, après 36 ans de règne, 85 ans sonnés, c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait des batailles de succession. Hein. Vous savez qu'il y en a qui estiment qu'ils ont beaucoup patienté, qu'il faut passer à autre chose. Donc, ces batailles-là s'expriment au sein du gouvernement et ont des conséquences sur l'action du gouvernement de façon globale. Elles s'expriment comment? Ces batailles s'expriment comment? Quel est le ministre qui peut s'exprimer librement ou bien faire valoir peut-être son ambition librement dans un gouvernement de ce pays aujourd'hui? Non. Moi, je pense que ce ne peuvent être que des opérations sourdes qui ne sont pas perçues, mais du moins qui démontrent qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, quand vous entendez M. Messanga Nyamding qui dit que ces nominations, les dernières nominations ont été manipulées, ça veut dire qu'il doute que ce soit le chef de l'État lui-même qui ait pu procéder librement à ces nominations. Et quand c'est un classique du régime qui le dit, quand c'est un biaïste, parce qu'un de ceux qui soutiennent le plus le chef de l'État qui le dit, mais ça veut dire que le malaise est profond. Et que ce n'est pas seulement son expression personnelle à lui, c'est l'expression, ou bien c'est le sentiment, le ressenti de beaucoup de personnes autour de lui. Ça confirme ce que nous disions, à savoir, Flavien, que le réaménagement de vendredi a été en rupture avec les attentes sociales parce que l'objectif du régime actuel n'est plus d'apporter des réponses à fond. L'objectif final, ultime de ce système n'est plus forcément de se demander si les gens de l'eau, des routes, de l'électricité. Non, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour que les batailles dont on parle ne soient pas féroces et que la déchirure ne soit pas très violente le moment venu. Camille lui-même l'a dit tout à l'heure, on s'attendait à ce que, compte tenu du contexte politique particulier, marqué par le retrait de la CAN, marqué par la crise anglophone, marqué par beaucoup de crises dans d'autres secteurs d'activité, qu'il y ait une sorte de coup de pied dans la fourmilière, comme je disais tout à l'heure. Les gens étaient surpris qu'il n'y ait pas de grand mouvement. On a eu le sentiment que le chef de l'État a dit le Cameroun va bien, on avance. Non, il y a eu un glissement de gouvernement, c'est tout. Et vous parlez justement des glissements. C'est la une du journal, le journal donc, que vous allez découvrir, Signature, qui parle des glissements, stratégie des glissements. Et juste à côté, il y a le journal Khmer Presse qui parle de la CAN 1972 et fait savoir, selon Abel Bengue, que personne n'avait puisé dans les caisses de l'État à cette époque-là pour mettre à jour en musique cette compétition lorsque le Cameroun l'organisait. Oui, et c'est un acteur historique majeur qui le dit. Ça fait autorité. Alors, ça nous ramène à la gabegie financière à laquelle on assiste ces temps au Cameroun et qui reste impunie. Parce que le régime a fabriqué des monstres qui sont plus forts désormais que lui et qui tiennent, malgré tout ce qu'on peut décrire comme gabegie, comme dépenses irrégulières, comme surfacturation sur la canne. Si vous achetez un camion de sable à 700 000, on s'en fout. Si vous achetez, si vous surfacturez le sable, le ciment, les chantiers, bref, si vous passez les marchés de gré à gré, on ne regarde pas tout cela. On regarde comment est-ce qu'on équilibre, comment est-ce qu'on neutralise les clans, les réseaux, les différentes factions qui sont en jeu. Et ça confirme ce que nous disions tout à l'heure. Autre chose, à l'époque,
on parlait puisqu'on parle là du train de vie de l'État. À l'époque, puisqu'il parle de l'époque d'Ahidjo, je crois qu'on avait vu une vingtaine de ministères. Camille va me reprendre si je me trompe. On attendait aujourd'hui, en 2018, par exemple, l'une des attentes de ce gouvernement, justement, pour y revenir, c'était la réduction du nombre de ministères. On a une 60aine de ministères assimilés. Pour un pays qui a 22 millions d'habitants, c'est extraordinaire. Le Nigeria voisin qui... En même temps, on parle de la réduction du train de vie de l'État. Le Nigeria voisin qui a plus de 100 millions d'habitants. 250. Voilà. N'a pas 60, n'a pas 50 ministères. Si vous voyez que c'est curieux. Donc, on est dans une logique de contentement des amis, des frères, on dira que les des copains. Pas les mêmes au Cameroun. De quelle réalité parle-t-on? Oui, Camille, nous sortons de l'émission. Oui, parlant justement de ce glissement de date. C'est une stratégie, le journal de Revel, signature, qui a d'ailleurs à sa une stratégie glissement. Non, en fait... Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a entendu de la bouche du chef de l'État, parlant du retrait, on parle du retrait et lui parle de glissement. Le journal signature met en exergue ce nouveau mot, cette nouvelle définition de la gabegie et de l'antipatriotisme même, et des détournements scandaleux. Le journal signature a été étonné que le chef de l'État ait défini tout cela à travers une définition sibylline, parle de glissement, mais que là en fait si on nous a retiré la coupe, ce n'est pas parce que les travaux n'étaient pas prêts, que les gens n'ont pas bien compris, qu'il y a eu trop de marchés de gré à gré, qu'on vendait des sacs de ciment à 16 500 des camions. Non, il a dit justement c'est un glissement. Non, c'est la CAN, c'est la CAF qui aurait décidé de glisser, de renvoyer un peu à quelques années plus tard l'attribution de la CAN au Cameroun. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris cela, puisque le chef d'État sait très bien ce qui s'est passé. Il a les rapports, les journaux en parlent depuis des mois et des mois. On sait ce qui s'est passé dans les marchés de gré à gré. Il ne peut donc pas se permettre dans un discours de dire que c'est un glissement dû à la CAF. Et de l'autre côté, Abel Mbengue, et c'est pour ça que moi je pense que c'est une formule ironique pour dire que maintenant le mot glissement, et d'ailleurs si vous entendez un peu partout, c'est le nouveau mot à la mode aujourd'hui, glissement. glissement. On est en train de cuire le glissement à toutes les sauces. Or, Abel Mbengue, quand il évoque la Coupe d'Afrique de 1972, ce n'était pas, les gens n'avaient pas touché à l'argent d'État. Il y a eu plutôt une sorte de biais parallèle. Allez, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition. Merci à vous. Vous aurez la parole la prochaine fois de toute façon. Alors, vous aurez l'occasion d'aller découvrir tout cela dans un kiosque aujourd'hui et être au parfum de l'actualité. À demain, 9h20.